Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Christophe. Comment vas-tu? Très bien, merci Nicolas. Un plaisir toujours de te retrouver. Également. La dernière fois, on avait parlé des enquêtes, qui est une approche un peu plus lente et plus ordonnée. On avait fait mention justement de la gestion de crise, qui est une approche un peu plus désordonnée et chaotique et dans la pression et dans l'urgence. Je vais te laisser commencer un peu à démêler davantage les deux facettes, puis ensuite on va glisser sur la gestion de crise, qui est très importante aussi, et justement pas nuire aux enquêtes en même temps qu'on avait mentionné dernièrement. Ouais, tout à fait, effectivement. On avait évoqué que dans les enquêtes et dans l'investigation, on avait un cadre qui était parfois même juridique et judiciaire, donc on avait des choses à respecter, des preuves à montrer, il fallait prendre le temps pour s'assurer d'avoir tout récupéré, d'avoir tous les indices, tout ce qui pourrait nous aider vraiment à la recherche de la source. Et on a le temps, on a les moyens, on peut acheter des outils. Et si on n'a pas les bons outils, on peut mettre en pause, on peut aller chercher d'autres outils, on peut aller chercher d'autres équipes. Bref, on a du temps pour travailler et on a les moyens pour le faire et un cadre assez strict qui nous permet d'avoir un fil conducteur. On peut même comparer avec des experts, on peut discuter avec des pairs, etc. pour leur expérience, etc. On a le temps de comparer les choses, on a le temps d'analyser les choses. La gestion de crise, c'est exactement l'inverse finalement. C'est que on est un peu, on va faire du caricatural, mais on a des écrans qui clignotent de partout, les experts qui sont tendus, qui sont à leur 10e café, des téléphones qui sautent dans tous les sens, des messages de tout le monde, internes ou externes, on en parlera. Ça, c'est l'image un peu classique, qui n'est pas toujours vraie, mais qui est quand même souvent représentée. Et donc là, on peut faire des erreurs. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas spécialement de cadre. Il nous manque souvent de la documentation. Il faut des fois, c'est pas des horaires classiques. Des fois, les équipes sont pas disponibles. Des fois, on ne sait pas sur quoi on travaille. Donc, il y a toujours la dissonance entre est-ce que je remets en service pour que ça continue de travailler ou est-ce que je laisse le temps justement à nos investigateurs de faire leur boulot correctement. Voilà, donc tout ça c'est des décisions, c'est de la communication, c'est de la technique et donc ça s'oppose complètement. Et l'idée c'est d'essayer de trouver un juste milieu pour réussir à repartir en production sans tout casser et sans se tromper. On en discutera, j'en doute pas là pendant le temps qu'on a et aller dans le bon chemin et essayer de finalement le fil conducteur, ça va être essayer de retrouver ce qui s'est passé. De comprendre à peu près ce qui s'est passé et de pas se faire envoyer dans une fausse piste avec le temps très contraint qu'on a, la fatigue, les équipes, etc. Oui, puis ça ressemble beaucoup au brouillard de la guerre, là, le fog of war, qui est généralement utilisé. On arrive toujours dans un contexte où on n'a jamais toute l'information. On doit prendre des décisions quand on n'a jamais toute l'information. On est constamment bousculé. Puis ça, c'est pour ceux qui ont de la difficulté à opérer dans des environnements comme ça, c'est excessivement vexatoire de devoir travailler comme ça et de devoir changer d'idées régulièrement ou d'hypothèses de travail régulièrement parce que justement, quand le brouillard se lève tranquillement, plus on avance dans la crise, il y a des choses qui se révèlent être exactes, il y a des choses qui se révèlent être fausses. Et c'est de réussir à travailler avec ces éléments-là, à les changer, comment les communiquer, comment travailler avec ça et comment on compose avec ça, c'est une énorme difficulté. Ce que les enquêteurs n'ont pas parce que eux, leur travail, c'est effectivement de nettoyer le brouillard pour avoir la solution. Nous, on fait avancer dans le brouillard puis on espère que le mieux va se passer. Là. C'est ça, et c'est exactement ça. C'est un petit peu la voiture qui rentre tout seul à la maison après une soirée. C'est un petit peu le principe. C'est l'idée. C'est on sait pas trop ce qui se passe. En fait, on passe d'une organisation qui est solide avec des repères à tout devient fragile, incertain. Et on doute même de ses propres équipes, parce que on doute de ses propres équipes, on doute de système, puisqu'on s'est dit mince, c'est tombé pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a fait une erreur de configuration? Est-ce que c'est parce que c'est les choix, les changements, les outils qu'on a utilisés qui sont pas bons? Est-ce que c'est une mauvaise mise à jour? Est-ce que ça vient d'un éditeur, d'un fournisseur? On sait pas. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à partir d'un seul coup de notre organisation qu'on pensait fiable, de ce coup, il l'est plus du tout, et on a besoin d'identifier ça. Et donc du coup, on va essayer de toucher un petit peu à tous les boutons. C'est comme si tu mets un enfant dans un cockpit d'avion de chasse, il va essayer de tous les boutons jusqu'à temps que ça démarre. C'est un petit peu ça. Mais parfois, on pourrait faire cette caricature-là.
Et puis finalement, c'est là aussi c'est un peu intéressant. Hein, le sujet, c'est que c'est plus qu'un incident informatique. C'est pas qu'un incident cyber. Hein. Là, on doit gérer l'incertitude, la pression, le temps perdu, les décisions qui sont jamais parfaites, voire même parfois carrément imparfaites, des arbitrages qui sont souvent douteux. En fait, finalement, c'est un vrai test maturité transverse, collective, d'équipe. C'est une sorte de team building finalement, la gestion de crise. Effectivement, de mon expérience, ça amène beaucoup de rapprochements à l'intérieur des équipes. Puis il y a beaucoup, quand on sort surtout d'une grande crise, un esprit d'équipe qui est renforcé énormément. C'est un peu fascinant d'ailleurs, ce genre de résultat, mais oui, effectivement. Puis c'est important que, comme tu le mentionnes, que ce n'est pas nécessairement un volet juste cyber, ou même si l'informatique ou le système d'information sont rendus maintenant les dorsales de toutes les entreprises. Il demeure que quand la crise se déclenche, beaucoup de gens de d'autres départements doivent intervenir et les gens qui vont gérer la crise n'ont pas nécessairement une expérience très forte en cyber parce que justement, il faut être capable de manœuvrer dans un environnement multifacette, là, transverse. Ouais, bah oui, complètement. On le voit beaucoup dans les communiqués, en fait, notamment de communication. Moi, j'avais fait beaucoup l'expérience quand on organise des exercices de faire écouter certains messages que pas par tous les participants, mais que par certains, et pour qu'ils puissent répéter en fait le message qu'ils ont entendu ou la demande, le stimuli qu'ils ont entendu. Hein, et en fait, on se rend compte, et même dans des vraies crises, on se rend compte qu'en fait, quand quelqu'un récupère une information quelque part, il la transmet mal. On le sait, ça c'est un biais humain. Mais du coup, dans une crise déjà où on n'est pas sûr de ce qui se passe, on a en plus ce rajout-là du biais humain qui fait que ça va dissoudre et un petit peu le message qui est installé. Donc on a de toute façon une information à la base qui est pas bonne et qui devient encore plus mauvaise avec les équipes. Et on le voit par exemple si tu rajoutes la couche que tu viens d'évoquer, la connaissance, l'acculturation en fait cyber, des gens du juridique, des gens de la communication, des gens des ressources humaines, la logistique, des choses comme ça qui vont être autour de la table à un moment donné, si c'est nécessaire. Bah du coup, ils peuvent se tromper sur des termes, ils peuvent se tromper sur simplement prendre la conscience de ce qui va se passer, le temps que ça peut prendre, le coût, et du coup ça peut entraîner des décisions ou même pire. Hein, moi j'ai vu du communiqué où effectivement ça avait dit que tout était réglé beaucoup trop tôt, par exemple, que plus rien ne pouvait arriver. Parce que les équipes sont en train de travailler dessus, et puis en fait, les infos sortent au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, et donc du coup voilà, on peut jamais déjà être sûr, compliqué. On peut jamais dire que tout est fini avant un petit moment en général. Donc oui, il y a besoin d'acculturation, et ça rejoint un petit peu les sensibilisations, les préparations, les awareness qu'on peut avoir pour justement pas que des métiers cyber, mais aussi l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de l'organisation. C'est super important. Quand ça arrive, il faut pas qu'on perde déjà tout 2 ou 3 heures à expliquer à la personne de la communication ce que veut dire tel ou tel mot. C'est encore 2 ou 3 heures de perdu, même si on sait que ça se fait souvent. Ouais, ben, puis c'est un énorme problème, la communication autant interne que externe, ou la communication d'interne qui doit être d'aller vers l'externe, par exemple, comme tu le mentionnes, où les équipes doivent comprendre, faut que le pivot principal, en tout cas le gestionnaire de crise, soit capable de communiquer tout le monde, de contrôler tout, puis d'être capable de manœuvrer dans un chaos extrême et de s'assurer que les équipes et que la bonne information, en tout cas, qu'il y ait un filtre pour que la bonne information sorte du chaos, parce que comme tu le mentionnes, ce qui est lu ou ce qui est entendu, même en la lecture, les gens font de la mauvaise interprétation de l'information. C'est de réussir à réaffirmer cette communication-là, puis vers l'extérieur, c'est encore pire parce que le jugement des réseaux sociaux est censé maintenant c'est rendu ça la vraie vie, est brutal. Si la communication est effectivement trop rapide, on l'a vu à plusieurs reprises, le retour de vague est impressionnant et la crédibilité de la compagnie, ça en mange encore plus dans ce cas-là, dans ces conditions-là, si la communication vers l'extérieur est mal orchestrée. Et une communication de crise n'est pas une communication standard, donc les gens en communication ou marketing sont peut-être pas les meilleurs
véhicules ou les meilleures personnes pour accompagner dans le contexte pour envoyer ce genre de choses-là, là. Ça prend, à mon sens, une spécialité particulière. Ouais, je te rejoins complètement pour l'avoir vécu plusieurs fois. C'est un métier particulier et souvent en communication de crise, on communique pas du tout de la même manière. Souvent, c'est difficile quand on a des gens qui sont que des communicants de marketing ou de la com pure, pas de crise parce qu'ils ont tendance à vouloir lisser certaines choses ou justement avoir des habitudes de façon de parler qui fonctionnent très bien dans leur contexte classique, mais qui sont pas du tout adaptées parce que parfois il faut dire les choses telles qu'elles sont. Des fois, au contraire, il faut plutôt rassurer. Des fois, au contraire, il faut donner des fausses informations parce que là, il faut pas oublier que l'attaque est toujours en cours. On ne sait pas si l'attaque est toujours en cours. Donc peut-être aussi divulguer trop tôt, c'est aussi donner de l'information, ce qu'on est en train de faire aux attaquants qui peuvent très bien observer la communication. Donc du coup aussi c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc de temps en temps aussi peut-être aller orienter les attaquants quelque part qui seraient peut-être encore dans le système. Ça pourrait aider l'équipe pour les observer, des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça en fait tout ça c'est pas des habitudes marketing. Donc la communication elle doit être gérée complètement différemment avec des gens qui communiquent différemment et, et elle doit être établie suivant une stratégie de l'instant. Parce qu'en fait, l'attaque, elle se produit alors qu'on a l'attaque est déjà arrivée et l'attaque peut-être continue à se produire alors qu'on n'a pas encore compris tous ses effets. C'est pour en donner un exemple, on peut dériver, mais c'est pas parce que un Wi-Fi ou une application fonctionne pas que c'est forcément elle la cible. Ça peut être que simplement des effets secondaires ou des signaux faibles. Donc du coup, voilà, le fait des fois, on a vu même des hackers attaquer volontairement certains violemment une partie du système pour tranquillement prendre ce qu'ils avaient à prendre et que toutes les équipes se concentrent là-dessus et qu'ils voient pas du tout ce qui se passe à côté. Donc voilà, il faut savoir prendre cette hauteur tout en gardant l'esprit de remédiation. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu amènes, puis on va glisser un peu plus là-dessus. C'est justement l'analyse des signaux qu'il y a qu'on voit, ce qui déclenche la crise. Des fois, c'est juste un événement qui est même pas malicieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un attaquant en arrière. Des fois, on va ouvrir une crise parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a un bris technique. Et là, la distinction entre un bris technique et un attaquant dans la tête des gens, maintenant, vont sauter sur l'attaquant en premier. Et ensuite, il faut faire la démonstration que c'est un bris technique qui parfois n'a aucun lien avec absolument rien. Juste une désuétude de l'équipement, il est juste mort là. Et ça l'amène des problèmes et c'est pas lié nécessairement avec une attaque. L'analyse des signaux faibles et tous ces signaux-là est très complexe et demande beaucoup d'agilité. Ouais, ouais, oui. Comme tu le dis, hein, ça peut être des signaux faibles parce que c'est lié à du coup de l'intériorisation ou des effets secondaires, mais c'est peut-être pas lié du tout parce qu'il y a aussi la vraie vie de l'entreprise qui continue et que du coup ça peut être aussi tout simplement d'autres problématiques qui auraient pu être résolues hors gestion de crise. Donc c'est le moment de le déclenchement aussi de la crise est importante. Pourquoi on le déclenche à quel moment on n'est plus dans le signaux faible et à partir de quel moment on est sur une autre dimension. Et puis souvent quand même le plus gros malentendu que je vois, c'est que tout de suite tout le monde a envie de savoir, tout le monde a envie de comprendre. Et c'est toujours un petit peu la compétition à se dire moi j'ai compris le premier et c'est là qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Ah, ça c'est commun à toutes les gestions de crise et tout de suite il y en a plusieurs qui veulent être les premiers arrivés et passer le relais. Et la priorité pour la priorité absolue, c'est de comprendre. Bon, c'est humain, c'est rassurant, ce qu'on veut, mais en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Les premières minutes, il faut se poser, analyser, revenir un peu en arrière, voir si peut-être on a raté des choses parce qu'il y a peut-être des choses qui sont arrivées quelques temps avant qui nous ont pas alertés, mais qui finalement avec une reprise de recul et de contexte peut-être nous apporter des éléments super différenciants. Et du coup, c'est aussi souvent pas compatible avec le temps qui est disponible. On a très peu de temps, ça arrive jamais au bon moment, ou la direction elle est pas disponible, ou parce que la personne elle est en congé, elle est malade, etc. Donc c'est peut-être sur l'entité de l'organisation qui est justement la moins équipée. Donc c'est jamais les premières minutes, les premières heures. L'objectif c'est pas de trouver la vérité, c'est d'avoir une vision globale et d'avoir tous les éléments et de récolter. Pour moi, c'est un petit peu, on est au moment où le pêcheur il jette son filet, et on va jeter son filet, et on va prendre tous les éléments, qu'ils soient faibles, pas faibles. On prend l'information, on la récupère,
on prend les équipes, on s'assure qu'on ait les bonnes compétences autour de la table, et après on traite. Et après on déroule tranquillement, et ensuite et c'est un petit peu ce qu'on doit dire, c'est quand même quand tu es dans certaines crises hors cyber, on dit toujours plus la crise est grande, plus il faut être calme. Et c'est un petit peu le cas. C'est toujours réagir à l'inverse de son interlocuteur, un petit peu comme deux personnes qui s'insultent dans la rue, là, dans deux voitures qui sont pas contents parce qu'ils ont raté le croisement. Bah là, c'est pareil. En fait, il faut prendre le contre-pied, et du coup, ça permet de rétablir l'équilibre. Hein, si tout le monde monte et tout le monde s'énerve, en général, ça amène rien. Et il faut essayer de toujours retrouver un équilibre et maîtriser cet équilibre-là jusqu'à temps qu'on comprenne. Oui, absolument. Puis c'est difficile de maintenir ça pour en avoir géré plusieurs. Moi, j'ai un naturel calme, fait que ça va bien, mais l'interlocuteur, de l'autre côté, est souvent plus énervé. Ou il va y avoir la gestion, il va y avoir le business. Il y a plein de gens qui veulent, comme tu dis, le savoir. Puis ça, c'est une erreur assez majeure de dire qu'on a une vérité puis de l'annoncer comme ça. Parce que je l'ai vu dans des crises, puis généralement, en cours de crise, ça ralentit la gestion de crise parce que on a pris une mauvaise hypothèse puis on n'est pas capable de la renverser parce qu'on revient renverser une vérité ou en tout cas ce qui est perçu comme une vérité. Il faut largement éviter. Et en même temps, il faut s'appuyer énormément sur les experts. Puis un peu comme tu le mentionnes, le gestionnaire de crise lui-même n'a pas nécessairement l'expertise dans l'ensemble, il va être capable d'orchestrer tout ce monde-là, notamment les experts techniques. Et c'est eux qui amènent la visibilité qu'on a besoin. C'est eux qui viennent lever le brouillard tranquillement à travers ça, qui ramènent les signaux vers le haut où on est capable de reconsolider. Là. Ouais, mais oui, c'est ça. Ça doit être un vrai chef d'orchestre, hein, dans un orchestre philharmonique. Là, si on prend ça, il y a plein d'instruments différents, il y a plein de spécialités différentes. Et ils jouent pas tous au même moment, en plus, si on regarde bien. On dit souvent c'est un orchestre, on joue ensemble au même moment. C'est faux. Dans un orchestre, tout le monde ne joue pas au même moment. Et chacun a sa petite partition particulière. Et des fois, c'est quelques notes seulement. Donc du coup, c'est ça. L'idée, c'est que le gestionnaire de crise, il doit être capable de savoir à qui faire appel, à quel moment, ça, la temporalité est très importante, et savoir quelle note il doit jouer. Et il doit poser des questions. Son rôle, c'est poser des questions. Ok, à quelle heure, quand, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui fonctionne encore, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce qui s'est passé hier, quels sont les états des équipes, quel est l'impact. Et ensuite, il va tout doucement, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, au lieu de chercher à donner des réponses, on va essayer de donner plus de questions, et en donnant les questions, comme tu dis, les métiers, les experts, eux, vont la résoudre, cette question-là. En résolvant la question, en répondant à la question, et non pas en cherchant une vérité, eh bien, le système va tout doucement, le brouillard va se lever, et tout doucement, on va commencer à dissiper. C'est au contraire en posant des questions on dit souvent, celui qui veut apprendre pose la question, et celui qui sait parle trop. Oui, c'est effectivement une très belle image de ça. Puis en crise, c'est un énorme problème, ce genre de choses-là. Et justement, de ramener les experts à s'exprimer ou aller chercher l'information. Puis c'est justement le rôle du gestionnaire de crise d'aller extraire, parce que c'est pas tout le monde qui est capable ou que le goût d'aller vers l'avant. Donc, d'aller aider les gens à partager leurs informations et à débattre entre eux aussi, parce que les différents experts métiers doivent confronter leurs idées de façon bienveillante, naturellement, mais dans un contexte de stress, c'est pas toujours, on se dit comme ça, mais en condition de stress, c'est pas toujours comme ça, puis les gens ne réagissent pas toujours très bien au stress, surtout que certains vont recevoir une pression énorme de leur manager qui vont arriver puis qui vont les forcer à faire des actions, à poser des actions qui sont contraires à la résolution de crise dans les faits, mais que le gestionnaire a l'impression que ça va régler son problème ou son angoisse à lui qui exprime comme ça. Ah, t'as évoqué un point qui est super intéressant. C'est effectivement la pression des équipes hiérarchiquement organisées de manière naturelle. Souvent, moi, ce que j'ai pu remarquer dans les crises que j'ai pu vivre ou dans les exercices qu'on réalise, c'est que parfois, c'est le rôle du gestionnaire de crise ou de la personne qui va être à la direction de crise de modifier cette composition hiérarchique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir des éléments qui vont pas amener quelque chose. Pas, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, c'est au contraire, chacun son métier. Et du coup, le manager qui est juste là
d'habitude, qui est un manager qui fait tourner les équipes, qui s'occupe de plein de choses, dans une gestion de crise, peut-être n'a pas à sa place. Peut-être qu'on a besoin de l'avis d'experts. La vision manager viendra peut-être après. Ça peut être aussi sur d'autres fonctions, d'autres rôles. Et donc du coup, effectivement, écarter les gens qui ont pollué en fait tout ça, et de se concentrer sur vraiment une info stable et efficace. Donc ça, c'est le facteur humain à prendre en compte, il est important. La fatigue est aussi, puisqu'on va demander beaucoup de choses en très peu de temps à beaucoup de personnes. Tout le monde n'a pas les mêmes façons de faire. Et puis il y a aussi, faut pas oublier que humainement, la crise, elle va se déclencher, on va tout arrêter, l'activité qu'on était en train de faire. C'est compliqué. Déjà, ça met les gens de mauvaise humeur, ça les met les gens en stress, parce que peut-être qu'ils étaient dans une réunion qu'ils avaient mis 3 mois à planifier et qu'ils étaient en train de résoudre un autre problème, et du coup, ils vont pas pouvoir le finir. Donc déjà, on va se retrouver avec des gens qui vont déjà être un petit peu stressés, énervés, avant même de savoir ce qui se passe, parce qu'on leur a coupé leur activité d'un coup, et que du coup ils n'arrivent pas dans des bonnes conditions. Donc ça aussi, il faut prendre les choses en compte, et aussi réussir à monter l'équipe au fur et à mesure. Je pense qu'il faut monter en puissance au fur et à mesure l'équipe, s'assurer déjà un pôle minimum où on est capable de commencer à gérer, et au fur et à mesure d'avoir quelqu'un qui va venir en fait libérer les équipes de leur activité de manière plus douce, plus efficace, pour qu'elles arrivent dans des meilleures conditions possibles. Et si c'est pas possible, à ce moment-là, il y a même la possibilité de faire appel à des équipes externes s'il y a besoin de renforcer les équipes actuelles. Ça dépend des moyens et de la taille de la structure, mais ça peut être aussi une solution, des fois, de pouvoir soulager aussi ces équipes, et surtout de les mettre dans des bonnes compositions. Oui, absolument. Puis l'aide externe est généralement, si c'est possible, une facilité justement parce que, un, sont plus frais, sont moins sous pression et permettent justement de relâcher la pression des gens à l'interne parce qu'on peut pas rouler les personnes de l'organisation pendant 24, 48 heures de façon continue, ils vont exploser. Et si on les perd en cours d'incident, mais ça pénalise l'incident plus qu'autre chose. Donc, d'avoir un support externe ça, c'est essentiel dans la mesure où vous êtes capable, mais ça fait partie aussi des activités préparatoires qu'on doit avoir, qui justement, on doit prévoir l'appel à une firme externe, on doit prévoir aussi les choses, la crise, on doit prévoir les changements temporaires à la hiérarchie standard, parce que temporairement, les gens qui sont impliqués à la crise ne relèvent plus de la structure normale, mais relèvent d'une structure spéciale pour la crise. Et donc, de tout préparer ça d'avance, je pense que un élément clé aussi qui aide beaucoup à une bonne gestion de crise. Oui, oui, mais en fait, l'objectif, c'est de restaurer du contrôle là où l'événement, lui, il fabrique le désordre et le chaos total. Donc, préparer ces documents, ces documentations, hein, finalement, que tu es en train d'évoquer, c'est ça, c'est pouvoir avoir ce qu'on appelle des mallettes de gestion de crise, ou savoir dans quelle salle on se retrouve, quels moyens de communication on utilise, est-ce que parce que c'est bien de tout faire sur un premier moyen de communication, prévoir une solution de secours, parce que peut-être qu'au début de la crise, ça va bien, mais finalement quelques heures après, les outils de communication fonctionnent plus. Donc comment on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut que ça soit déporté? Voilà. Donc est-ce qu'on a déjà identifié des prestataires qui pourraient nous aider? Est-ce qu'on a bien un déroulé? Est-ce qu'on a bien les documents dont on a besoin? Est-ce qu'on a déjà des templates? Est-ce qu'on a déjà des choses qui pourraient nous faire gagner du temps? L'objectif, c'est pas que tout soit préécrit. On peut pas préécrire une crise. On a beau s'exercer autant qu'on veut. L'objectif, c'est d'arriver à de la fluidité, de l'amélioration, etc. Mais on peut jamais tout prévoir. Donc l'idée, c'est d'avoir le maximum d'informations disponibles, les annuaires, les contacts, les filiales, un état le plus vrai possible. Et c'est vrai que souvent, une petite digression, mais souvent quand on parle de cartographie, on insiste souvent, vous avez votre cartographie à jour, etc. Bon, oui, c'est pas notre priorité. Sauf que là, on sait qu'en cas de crise, ça aide, parce que si elle date de 3 ans, si le schéma d'architecture, par exemple, je prends un cas, si le schéma d'architecture ou le cahier des charges de l'application ou la cartographie, elle date de 3 ans, c'est compliqué en gestion de crise, hein, pour dire, parce qu'à chaque question qu'on va poser, on va se dire, ah non, mais ça n'existe plus, ça a changé, ça on a changé 3 fois déjà depuis, donc du coup, voilà, c'est aussi ça, c'est ce travail au quotidien finalement de gouvernance et de GRC qu'on fait.
ça va servir le jour de la gestion de crise, parce que plus ça sera à jour, le jour où on arrive, plus ça sera facile à résoudre. Oui, puis celle-là est étonnante parce que je l'explique aux gens que oui, mais il faut que votre carto soit prête, en tout cas, elle soit assez à jour parce que quand on arrive en incident, et surtout quand que vous allez faire appel à une firme externe, si votre donnée n'est pas à jour ou si vos gens ne sont pas disponibles, parce que ça arrive que ce soit sont hors du pays ou malades ou justement on a perdu la trace de ceux-ci. Si on n'a pas ça dans les mains, on n'a pas de carto valide, l'expert externe qui va venir vous accompagner va être pénalisé, vous allez perdre des heures importantes. Puis en crise, plus on tarde à agir, plus la crise a tendance à s'étendre et à être problématique. Plus on agit rapidement, plus on est capable de refermer rapidement aussi. Là, ça a un lien, comme un peu une infection qui a pris pied dans le corps. Ça prend beaucoup plus de temps à la chasser que si une infection qui est traitée très rapidement ou un problème de santé qui est traité très rapidement va avoir beaucoup plus rapide à revenir à la normale que si on a laissé traîner. Et donc, de perdre des heures parce qu'on n'a pas fait notre carto ou on n'a pas de documentation à jour d'architecture ou peu importe ce qu'on a comme documentation, on se pénalise énormément. On se nuit à soi-même en l'occurrence. Ouais, oui, mais c'est, en fait, si on veut bien expliquer, c'est comme quand tu trouves quelqu'un qui va pas bien dans la rue, quand tu le connais pas, quand tu dois l'emmener à l'hôpital ou quand les pompiers arrivent, c'est difficile de savoir s'il est allergique ou s'il a des médicaments qu'il prend ou s'il a déjà des problèmes de santé ultérieurs ou s'il a des antécédents dans sa famille, on ne sait pas, donc c'est compliqué pour l'aider. Et ça va être plus compliqué pour l'aider. Alors que quand c'est quelqu'un que tu connais, que ce soit un ami proche, la famille, des enfants, ta conjoint, c'est souvent on sait toutes ces infos-là. Et donc du coup, ça aide à la prise en charge. Et cette prise en charge-là, elle va beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus efficace. On donne tout de suite le bon médicament et on perd pas de temps plutôt que de se rendre compte après qu'il était allergique à telle chose et ça va venir même aggraver parfois la situation. Là, c'est la même chose. On pourrait prendre des décisions de remédiation qui pourraient venir aggraver la crise parce que justement, on n'a pas les bonnes informations, parce qu'on n'a pas mis les bons patchs, parce qu'on n'a pas mis les bonnes mesures en place, parce qu'on n'a pas ces informations-là à jour. On pourrait même aggraver la crise. Donc ça, c'est certain. Et puis souvent aussi l'objectif c'est que la crise redevienne qu'une urgence. Alors moi j'aime bien rappeler ce que c'est que la différence entre une crise et une urgence parce que on se rend compte très souvent que malheureusement il y a encore beaucoup d'organisations qui ont du mal. L'urgence, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui se passe, c'est prévu, c'est acté, c'est documenté, mais il faut le faire rapidement. Ça, c'est l'urgence. Ce des pannes ou des incidents classiques qui ont été prévus, anticipés ou auxquels on s'est déjà entraîné. Et ça devient une urgence parce qu'il faut remettre en fonction, mais on sait ce qui se passe. La crise n'est pas censée être documentée, n'est pas censée être prévue, n'est pas censée être prévisible et n'est pas censée avoir déjà eu lieu. Ça, c'est une vraie crise. Et on ne peut pas passer en crise si on n'est pas dans cet état-là. Tout le reste, c'est de l'urgence. Donc l'objectif, c'est détecter les signaux faibles de l'urgence avant de basculer la crise pour la maîtriser, pour éviter que ça bascule en crise. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut aussi évoquer. C'est plus on maîtrise son système, moins on va essayer de le faire basculer en crise. Plus on va essayer de rester dans l'urgence et pas dans la crise. Si on doit basculer en crise, l'objectif du jeu, c'est un petit peu comme un jeu où l'objectif, nous, c'est de faire revenir, en fait, de faire sortir la situation de l'organisation de la crise vers l'urgence, quelque chose qui est maîtrisé. Et donc, du coup, c'est l'objectif, c'est de boucher toutes les fuites là jusqu'à temps qu'on revienne dans l'urgence. Dans l'urgence, déjà, on gagne du temps. On peut redevenir on peut revenir sur des équipes plus faciles à gérer, on peut revenir sur des stress un peu moins forts, etc. Donc l'objectif, c'est de baisser l'intensité pour revenir à quelque chose d'urgent. Ça veut pas dire qu'elle s'arrête, ça veut pas dire que la crise est finie. Des fois, on a vu des situations où on dit c'est bon, tout est remis, et puis 2 heures après, ça repart. Mais voilà, l'idée, c'est de baisser l'intensité pour arriver à revenir à une situation d'urgence. Ouais, puis au niveau de la carto, puis c'est justement quand des fois, de mon expérience, des crises qui sont devenues des urgences qui redeviennent des crises, c'est justement en rapport avec la carto où on a des systèmes qu'on ne connaissait pas l'existence, que lequel dans l'attaquant a pris pied, mais comme on ne connaissait pas l'existence, on ne savait pas qu'il était là, puis qui recommence ensuite à reprendre pied dans l'ensemble de l'organisation parce que
on l'a jamais chassé vraiment parce qu'on n'avait pas la visibilité sur des systèmes qui nous étaient inconnus ou on a de la mauvaise information, des choses comme ça. Fait de simples crises, simples urgences, on tombe dans des crises justement par ce manque de documentation-là ou cette méconnaissance-là des différents systèmes qui composent l'organisation, là. Ah ouais, complètement. D'ailleurs, on le voit aussi un petit peu, c'est que finalement, il y a une leçon qui est assez ancienne là qu'on apprend, c'est que dans les périodes les plus critiques, c'est pas forcément les organisations les organisations qui sont les plus solides, c'est pas forcément celles qui ont tous les outils les plus impressionnants. C'est celles qui savent gérer l'humain. Oui. Et si on sait gérer l'humain, souvent, hein, c'est tout ce qu'on est en train de dire, hein, ce stress, cette urgence, cette connaissance en fait, parce que c'est de la connaissance. Hein, finalement, ça marche beaucoup mieux que d'avoir une armada de plein de choses. Donc ça, effectivement, ça c'est l'expérience qui le donne. La technologie aujourd'hui, elle est utile, elle est indispensable. On peut pas s'en passer, c'est évident. Mais on peut aussi vite aggraver les choses, quoi. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu finalement la résolution de la gestion de crise, c'est un petit peu quand un médecin va prescrire un médicament et qui dit voilà, vous devez le prendre pendant 2 par jour pendant 15 jours par exemple, hein, une posologie. Si vous arrêtez au bout d'une semaine en disant ça va mieux, il y a de très grandes chances qu'on retombe malade très vite derrière parce qu'on n'a pas été au bout des 15 jours de traitement. Parce qu'il reste toujours quelque chose. On a l'impression d'aller mieux, ça va beaucoup mieux, on reprend la vie un peu quotidien, mais le traitement est à continuer parce que en fait, on n'a pas éradiqué complètement le problème. Du coup, en crise, c'est pareil. On a l'impression que ça va mieux, ça fonctionne, mais ça veut pas dire qu'il y a pas toujours quelque chose quelque part qui traîne. Oui, puis c'est une belle façon de conclure cet épisode-là, justement, de le mentionner comme ça, comme un espèce de rappel de l'essentiel de l'affaire de la gestion complète. Y aurait-il des éléments que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé? Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas sur cette partie-là, peut-être qu'on n'a pas assez abordé l'exercice et l'entraînement, mais ça on en avait déjà parlé. Donc oui, c'était dans l'enquête, on en avait un peu plus abordé effectivement ce volet-là des choses. Donc on va suivre la posologie, on va prendre notre discussion jusqu'au bout. Puis sur ça, on se souhaite à la prochaine. Merci Nicolas, au revoir. Merci.